Bonjour à tous, bienvenue en direct, c'est Face au territoire sur TV5 Monde avec mon invité ce matin, Xavier Bertrand. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour Cyril. Vous êtes ancien ministre et vous êtes président de la région Hauts-de-France. La dernière fois que vous étiez sur ce plateau, je vous avais posé la même question, vous y avez d'ailleurs répondu à l'époque très clairement. Est-ce que vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle? Et on recommence ce matin. J'avais dit dans Ouest France que j'avais l'intention d'être candidat. Pour quelle raison j'aurais changé d'avis? Voilà. Les circonstances, le fait que, d'une certaine manière, vous avez raté Matignon, en tout cas que vous n'avez pas été appelé à Matignon. Est-ce que vous avez digéré... Je confirme que je n'ai pas été appelé, oui. Oui. Est-ce que vous avez digéré Oui, pas l'échec, mais enfin en tout cas cette séquence, oui, et est-ce que vous êtes décidé à aller la marche d'au-dessus? Je n'ai aucune raison d'avoir changé d'avis, point. Merci Xavier Bertrand d'avoir répondu si vite et si fort. On est avec vous pour une heure. Dans un instant, Jean-Michel Laubry, journaliste à WEO TV, WEO Picardie également, et PDG de la partie média du groupe Rossel, média audiovisuel. Sur ce plateau. Bonjour Jean-Michel Laubry, je précise ça parce que vous êtes partenaire de cette émission. Bonjour. Et le groupe Rossel France, c'est La Voix du Nord, le Courrier Picard, WEO TV, la chaîne des Hauts-de-France, avec WEO aussi en Picardie. Voilà. Et 20 minutes aussi, également. Bonjour Xavier Bertrand. Bon, on va tout d'abord parler budget parce que c'est l'actualité. Dans quelques jours, le Sénat va étudier le projet de loi de finances 2025. Alors les débats ont été chahutés à l'Assemblée nationale. Ah oui. Même si Catherine Vautrin, là, il y a 2 jours, a dit « je suis prête à étudier les aménagements nécessaires », moi je voudrais comprendre comment vous allez gérer votre propre budget. Pour la région Hauts-de-France, c'est un peu plus de 3,5 milliards ce budget. Alors, quel impact le coup de rabot sur les financements des collectivités va avoir sur votre budget? Comment vous allez vous y prendre? Je rappelle que c'est 5 milliards d'euros directs, mais si on y ajoute les coups de rabot sur les politiques publiques, on va jusqu'à 50% des 25 milliards d'économies qu'ils vont prendre en compte. Comment vous allez faire? L'État va demander 5 milliards d'euros aux collectivités locales. Il va économiser 5 milliards d'euros sur les collectivités locales. On ne va pas se raconter d'histoire. Je suis sûr qu'à la fin de la discussion budgétaire, ça n'aura quasiment pas changé. Donc moi, c'est très clair, il y a le choix. Soit vous vous jetez sur les impôts, soit vous décidez de baisser les dépenses. Je vais baisser les dépenses de façon très importante. Il y aura des secteurs dans lesquels les dépenses de fonctionnement pourront baisser de plus de 10%. Les lycées, par exemple? Non, mais attendez, il y a des endroits, très clairement, vous savez, vous, ce qui va sortir? Moi, non, mais je sais qu'au final, ça sera une très mauvaise nouvelle. Les endroits, les lycées, je ne vais pas fermer des lycées. Je ne vais pas fermer des lycées qui aujourd'hui existent. Les transports scolaires ne vont pas devenir payants. On est l'une des régions où il y a la gratuité parce que je veux prendre en compte le fait que les enfants n'ont pas à être pénalisés, les familles n'ont pas à être pénalisées parce qu'ils habitent dans la ruralité. Moi, je veux qu'il y ait des gens qui continuent à vivre à la campagne. Par contre, il y a des secteurs, très clairement, sur des subventions où ça va baisser de façon importante. Et tout le monde sait pourquoi je vais prendre ces décisions. Parce que l'État nous dit, écoutez, dans moins de 2 mois, on va vous donner beaucoup moins qu'avant. En plus, les collectivités. Mais on est en permanence tenu par le collet, par l'État. On n'a aucune liberté. On n'a quasiment pas de marge de manœuvre fiscale. Et ce que je veux vous dire, c'est que plutôt que de rentrer dans une guerre de tranchées avec le gouvernement, c'est pas bien, vous vous rendez compte ce qu'on doit faire, je vais baisser mes dépenses. Parce que pour moi, l'impôt, c'est en dernier recours. De combien? Je rappelle votre budget, un peu plus de 3,5 milliards. Non, 4 milliards d'euros. C'est 4 milliards d'euros, le fonctionnement et l'investissement. Plus l'investissement. C'est 4 milliards d'euros. Donc vous allez toucher à l'investissement aussi, mais oui, naturellement. je vous l'ai dit donc tout à l'heure. De combien, là les économies en 2025, écoutez, c'est combien? Pour l'instant, si ça ne changeait pas, nous aurons à faire face l'an prochain à une forme d'impasse budgétaire de près de 280 millions d'euros. Entre ce que l'État s'est gouré les années précédentes sur les rentrées de TVA et sur la ponction qui est pour l'instant imaginée dans le budget. Vous me voyez là, j'ai pas envie de rentrer en guerre parce que de toute façon, ça ne changera rien. En revanche, il y a un truc qui peut changer. C'est que moi, je me bats pour que enfin on sorte de cette situation où on est tenu par le collet, par l'État. Ce que je veux, c'est de la liberté. Quels aménagements vous demandez attendez. à Catherine Vautrin? Quels aménagements? De la liberté et de la responsabilité. C'est-à-dire très clairement qu'enfin, on entame, vous le savez, c'est mon idée, une république des territoires. C'est-à-dire qu'on ait une grande étape de décentralisation. On fait confiance aux collectivités, de déconcentration, moins de décisions prises par l'État à Paris
et plus dans les territoires, et de simplification de la vie des Français, des élus et tous les Français. Xavier Mais ça, tout le monde en parle, on ne l'a jamais fait. Xavier Bertrand, Gabriel Attal a dit clairement devant la Commission des finances à l'Assemblée nationale que c'était à cause des collectivités locales qui avaient ce déficit. Mais c'est une fable. Les collectivités locales, on n'a pas le droit de voter notre budget en déficit. Vous êtes tous responsables, j'allais dire aussi responsables ? Écoutez, on n'a pas le droit de voter un budget en déséquilibre. Et on sait pertinemment aujourd'hui qu'il y a déjà une telle surcharge fiscale qu'on ne peut pas augmenter les impôts. La porte est ouverte. Catherine Vautrin vous dit on peut aménager les choses, mais la ligne du bas restera ce qu'elle est. Voilà. Donc moi je vais vous dire, soit effectivement je fais le grognon, soit je fais le type qui dit écoutez, moi je vais prendre les décisions qui s'imposent, elles me sont imposées par l'État, je prends mes responsabilités, mais en revanche, demain et après-demain, on sort de ce système et vous nous donnez des libertés et j'assumerai mes responsabilités. Et je propose, parce que je pense que ça va être compliqué après l'épisode des 5 milliards, je propose qu'on ait une personnalité qui s'appelle Gérard Larcher, qui a ce rôle institutionnel, parce que l'État, c'est la discussion le gouvernement. budgétaire arrive chez lui le 25. Non, c'est pas ça. C'est sur le représentant des collectivités locales, c'est le Sénat, qui soit celui qui rapproche les points de vue des collectivités et de l'État et qui nous permettent d'avancer. Voilà ce que je demande. Et ça va changer le fonctionnement, clairement, du pays. J'y crois dur comme fer et je continuerai à me battre pour que plutôt que d'être en guerre, on trouve des solutions. Mais si vous aviez été à Matignon, évidemment qu'il aurait fallu aussi demander des efforts. Et vous l'auriez fait de la même manière ? Non, parce que je suis convaincu que l'impôt, ça doit être en dernier recours. Voyez, mais qui serait passé à la caisse ? Parce qu'à un moment, il faut... Premier ministre, vous avez à décider. Vous décidez comment ? Vous baissez la dépense publique et vous donnez moins. Notamment les très grandes entreprises. Est-ce que vous pensez qu'elles ont besoin d'être accompagnées, aidées de la même façon qu'une PME ou qu'une TPE ? Pour moi, la réponse est non. Donc soit on a le réflexe de l'impôt, soit on a le réflexe de la baisse de la dépense publique. Et très clairement, sur tous ces sujets-là, il faut faire attention. On est aujourd'hui, le consentement à l'impôt est en train d'être contesté dans notre pays. Pourquoi ? Regardez ce qui se passe pour les retraités. Regardez ce qui se passe avec la flat tax, où le gouvernement Bercy a l'idée de faire de la rétroactivité. C'est-à-dire que ce sont vos revenus 2024 qui vont être pris en compte. Ça veut dire que les Français se sentent pris au piège. Avec la flat tax. Quand le consentement à l'impôt commence à être remis en cause, alors là, ça sent pas bon. Et c'est pour ça qu'il faut respecter des principes clairs, respecter les Français, tout simplement. C'est Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, de la région Hauts-de-France, qui est notre invité ce matin dans Face au territoire. Jean-Michel Aubry, vous êtes journaliste à WEO TV et 20 minutes TV d'ailleurs également, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Il y a aussi des problématiques locales que les budgets en baisse vont impacter, les inondations par exemple. Alors, du jamais vu de mémoire d'homme, ce qui s'est passé il y a quelques jours en Ardèche, chez nos voisins espagnols, en Ardèche, en 48 heures... 60 cm d'eau, du jamais vu. Et n'oublions pas le Pas-de-Calais. Et quand on regarde le Pas-de-Calais, ça s'est passé il y a un an, des inondations à 3 reprises. Et le GIEC est formel, ces mouvements-là vont s'accélérer. Alors ma question, elle est simple. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose ? Et si oui, comment ? Et vous, quand ça s'est passé il y a un an, il y a eu un main dans la main avec l'État justement pour réparer, pour accompagner ces sinistrés. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose aujourd'hui ? On voit des images terribles de la Voie du Nord, pendant que vous parliez, Jean-Michel Aubry. C'est terrible. La Voie du Nord qui fait et partie les stigmates sont toujours là. On voit, c'est incroyable. Et il faudra de l'argent aussi pour aller contre ça et pour aller aider les gens. Est-ce qu'on peut agir ? Bien sûr. Je ne fais pas partie de ces politiques dépressifs. Je ne fais pas partie de ces politiques qui baissent les bras et qui pensent qu'il n'y a plus rien à faire. Parce que moi, je me bats pour ma région, je me bats pour les gens de la région. Et ils le savent. Notamment avec les inondations. Alors c'est vrai que je me suis peut-être pas bien comporté. J'ai pas été celui qui a été respectueux, notamment des assureurs, parce qu'il a fallu quand même les bousculer pour qu'ils règlent en temps et en heure. Vous n'avez pas lâché, Oui, mais il y en a qui ont bien fait leur boulot, il y en a d'autres qui n'ont pas bien fait leur boulot. Alors expliquez-moi pourquoi il y en a qui bossent bien et d'autres qui bossent pas bien. Je veux que tout le monde bosse bien. Les gens ont payé leur prime d'assurance, ils devaient être indemnisés. Et à date, des sinistrés ne sont toujours pas indemnisés. Non, attendez, quand on regarde bien aujourd'hui les dossiers, on doit être à 98%, il y a 2%. Après, il faut aussi regarder dans le détail. Mais je me suis battu pour que les gens puissent être pris en charge pour le relogement. Parce qu'il y avait un décret qui s'appliquait en début d'année. Moi, je me suis battu pour l'appliquer plus tôt. Voilà. Ensuite, maintenant, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par l'État, parce que ce qui se passe, c'est que personne n'empêche la pluie de tomber,
Mais en revanche, vous devez vous battre pour protéger les habitations. Et c'est ça, c'est vrai que j'ai un peu bousculé, j'ai beaucoup râlé, mais les choses ont bougé. Maintenant, vous me dites à l'avenir, il y en a qui ont des moyens. Hein. Les assureurs encore. Et les assureurs, vous ne croyez pas que ce serait plus intelligent de mettre de l'argent sur laissez-moi finir, sur la prévention plutôt que d'indemniser? Il y a des travaux importants qui sont à faire. La région, département, ce n'est pas notre responsabilité, on le fait. Vous savez qu'il y a des pompes immenses dont on avait besoin. La région, ce n'est pas du tout sa compétence, a dit on finance également. Mais à l'avenir, vous aurez des travaux massifs à faire sur la prévention. Et je dis que les assureurs, soit ils le font volontairement, soit il faudra les y obliger. Donc vous proposez un dispositif où les assureurs vont financer un fonds de prévention? Bien sûr, et les travaux de prévention. Mais encore une fois, vous savez, ils savent compter, ces gens-là. Combien? Combien? Mais attendez, je ne peux pas vous parler seulement pour le Pas-de-Calais. Il y a une partie du Nord, il y a une partie de la Somme. C'est un sujet, l'Oise et l'Aisne ne sont pas non plus en dehors de ces risques d'inondation. Vous avez parlé de l'Ardèche, le drame qu'on a dans différents endroits. Ça sera des efforts importants. Vous ne pouvez pas demander seulement aux collectivités et à l'État de faire. Et les assureurs sont des gens qui savent compter. Ils doivent s'apercevoir que c'est plus intelligent de jouer la carte de la prévention. Et en n'oubliant pas une chose. D'accord. L'angoisse liée aux inondations. Vous savez que je suis un ancien assureur. Certains me disent, avec ce que je dis sur les assureurs, je risque pas de retourner. Sont touchés tous les jours. Oui, mais je risque pas de retourner dans ce secteur d'activité-là ensuite. C'est assez vrai. Mais en attendant, une chose, c'est que les inondations, il y a un phénomène psychologique qui est terrible. Un incendie, une maison ne brûle pas 2 fois. Mais par contre, les gens, il y a l'angoisse quand il pleut de revivre le même drame, surtout quand il y a des enfants. Voilà. Et décembre, Jean-Michel Laubry, nous allons partir du côté de Lille, hors duplex avec la Voix du Nord. Et c'est Sébastien Leroy qui a une question à poser à Xavier Bertrand. On l'écoute. Bonjour Monsieur Bertrand, l'actualité dans la région, vous le savez, ce sont les drames de la Manche avec une année 2024 qui est d'ores et déjà la plus meurtrière avec 67 exilés qui ont trouvé la mort depuis le mois de janvier. Beaucoup de moyens financiers et humains ont été mis en œuvre depuis plusieurs années avec une efficacité à peu près nulle puisque derrière les drames, de nombreuses tentatives aboutissent sur les côtes anglaises et l'asile est finalement très souvent accordé en Angleterre. Donc ma question est la suivante, demandez-vous à Michel Barnier d'entamer des négociations avec les Britanniques pour mettre fin aux accords du Touquet, qui confie à la France la garde de la frontière britannique sur la côte d'Opale. Des négociations, ça ne servira à rien. Un bras de fer, oui. Il n'y a que ce langage-là que comprendront les Anglais. À l'époque, j'avais engagé un bras de fer avec le gouvernement de François Hollande et j'avais obtenu avec Bernard Cazeneuve, on l'oublie, le démantèlement de la jungle de Calais, où il y avait 9000 personnes qui vivaient dans des conditions abominables, exploitées par les passeurs. On l'a réussi, on l'a obtenu. Ça a pris des mois, Natacha Bouchard était aussi avec nous, on l'a obtenu. Maintenant, demandez poliment aux Anglais, vous n'aurez rien. Parce que les Anglais, ça ne les dérange pas ce qui se passe chez nous. C'est nous qui gardons leurs frontières pour eux, chez nous, et en plus, ils se permettent de nous faire des remarques comme quoi on ne ferait pas bien notre boulot. Donc je vois Bruno Retailleau la semaine prochaine faire des propositions très claires, mais les négociations à Miami avec les Anglais, ça ne marchera absolument pas. Il va falloir passer à autre chose. Jean-Michel Laubry, quelles sont les premières préoccupations? Vous êtes à la fois PDG du pôle audiovisuel et événementiel de Rossel, mais vous êtes journaliste également, WEO TV, 20 minutes TV. Des gens dans les Hauts-de-France aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat comme le reste des Français? Pouvoir d'achat, l'emploi, et l'un et l'autre sont liés bien évidemment. Et j'ai une question là-dessus, très, très vite, sur la réindustrialisation. C'est un axe fort de votre politique, comme au niveau national d'ailleurs. Et par rapport à 2022, plus 50% des investissements industriels dans la région. Et en même temps, des mauvaises nouvelles. Jusqu'à un ministre de l'Industrie qui dit ça va être des dizaines de milliers d'emplois qu'on va supprimer. On a bien fait de prendre le virage des batteries électriques dans la région, et d'avoir été les premiers à le faire. Les Allemands... Il y a des retours en arrière. Il y a une usine qui ne viendra pas à Dunkerque. Non, pas qu'ils ne viennent pas. C'est qu'ils attendent qu'il y ait le vrai développement, le vrai boom de la filière pour s'installer. Ils n'ont pas dit qu'ils ne viennent plus. Oui, ils disent tout simplement, mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, les décisions qui ont été prises à Bruxelles, normalement, c'est en 2035 la fin des moteurs thermiques. Donc les électriques et donc les batteries. C'est une question de vie ou de mort pour l'industrie automobile européenne. Et moi, si je fais ce choix à l'époque en mettant de l'argent sur la table, c'est parce que je sais qu'autrement, mes usines vont fermer et qu'il n'y aura pas de débouchés. Avec les batteries électriques, il y aura du boulot et la nouvelle industrie dans la région. Et on a bien fait de faire le choix. Auchan, Michelin, l'industrie automobile, comment rebondir? Alors attendez, déjà, la première des choses, c'est que vous pouvez aussi vous battre
pour éviter qu'il y ait de la casse en termes d'emploi. Vous prenez notamment Auchan. J'ai vu hier les responsables d'Auchan à ma demande pour leur dire, écoutez, vous avez une tradition de respect des salariés, cette tradition, vous devez la respecter jusqu'au bout. Et pas seulement en indemnisant ceux qui vont partir, mais en les aidant à retrouver du travail. Et où ? Dans cette galaxie Auchan. Ce ne sont pas des emplois d'hôtesse de caisse ou d'agents de caisse qui vont surtout disparaître. C'est des conseillers de vente et autres. Et je pense sincèrement que dans des Décathlon, des Leroy Merlin, il y a des perspectives. Et ils ne doivent pas se contenter de leur dire il y a du boulot. Ils doivent s'assurer qu'il y a une priorité pour les salariés d'Auchan qui partiront. La une de la Voix du Nord et celle du Courrier Picard, rapidement, Jean-Michel Laubry, qui sont les titres du groupe Rossel, un mystérieux. On le connaît toujours pas. 1 million pour l'Église. On ne le connaît pas, c'est intéressant. Et celle du Courrier Picard, qu'on va voir dans un instant. Voilà, c'est la colère agricole. Évidemment, on va en parler tout à l'heure. La colère agricole, on va en parler. Il faut parler agriculture. Merci Jean-Michel Laubry, journaliste à Merci, WTV, à 20 minutes TV, et vous êtes coproducteur de Face au territoire avec le groupe Rossel France. Dans un instant, Stéphane Vernet de Ouest France sur ce plateau. Bonjour Stéphane Vernet. Bonjour, rédacteur en chef délégué de Ouest France, rédaction à Paris. Oui. Et cette revalorisation des retraites. Et oui, on va continuer à parler d'argent. Donc on a appris lundi par la voix de Laurent Wauquiez que les pensions de retraite seraient indexées pour moitié sur l'inflation au 1er janvier et qu'il y aurait un rattrapage au 1er juillet, mais uniquement pour les petites retraites. Et vous dites ça, c'est une mesure qui fait 9 millions de perdants. Bien sûr. Expliquez-nous. Bien sûr. Tout simplement, le gouvernement avait dit on va revaloriser les pensions de retraite, contrairement à ce que dit la loi, en juillet. Et Michel Barnier avait dit bon, je suis prêt à prendre une mesure pour les petites retraites. Laurent Wauquiez est venu nous annoncer un tour de passe-passe, en faisant croire que le problème était réglé. Non, il n'est pas réglé. Il aggrave la situation pour 9 millions de retraités. Pourquoi ? Tous ceux qui sont au-dessus du SMIC. Tous ceux qui sont au-dessus du SMIC, ceux-là n'auront pas la revalorisation complète de l'inflation. Ceux qui sont... La pension moyenne de retraite en France, elle est à 1 528 € par mois. Et on ne roule pas sur l'or, à 1 528 €. Et là, les petites retraites concernées, c'est moins de 1 400 €, c'est ça ? Moins de 1 427. Et là, c'est 1 528 la pension moyenne. Ils sont 9 millions qui n'auront pas la garantie du pouvoir d'achat cette année. Mais attention, c'est que les revalorisations en 2026, en 2027, en 2028, vont se faire pour eux sur la base de 2025 où ils auront perdu. Ça veut dire que ad vitam aeternam, jusqu'à la fin de leur jour, ils auront perdu cette revalorisation. C'est un gros échec. La réforme des retraites a été très contestée l'année dernière, mais la promesse, c'était de dire à la fois, on va faire en sorte de remettre les comptes à l'équilibre et on ne touchera pas au niveau des retraites. En fait, là, on a les deux. Voilà. On sait qu'il va y avoir un gros déficit l'année prochaine. Et c'est pour ça que je demande, moi, à Michel Barnier de revenir sur ce qui a été proposé par Laurent Wauquiez en améliorant cette proposition et en garantissant le pouvoir d'achat. Juste très vite, pourquoi c'est Laurent Wauquiez qui fait cette annonce-là ? Ah mais ça, je vous dire un truc, ça, je m'en moque. Moi, ce qui compte, c'est les retraités. Et je vais vous dire aussi... Vous en moquez pas, vraiment. Ah, mais ça vous a surpris quand même, que ce non ? soit lui qui lance... Mais alors, je m'en moque, mais alors, royalement. Le vrai sujet, c'est que si on veut que la politique soit encore crédible, il faut que ceux qui sont bénéficiaires des politiques se disent « on ne se moque pas de nous ». Alors moi, je vous dis la vérité, il y a une possibilité de revenir dessus. Je ne comprends pas. Soit Michel Barnier n'a pas bien regardé les conséquences de la mesure proposée par M. Wauquiez, ou alors... Bercy lui a dit que c'était une sacrée bonne affaire. Donc ce n'est pas un cadeau pour les retraités, c'est un cadeau pour Bercy. Et là, je ne suis pas d'accord. Vous parlez de crédibilité des politiques. L'autre actualité du moment, c'est le procès des assistants parlementaires du Rassemblement national au niveau européen. Vous avez vu les réquisitoires qui ont été prononcés hier, notamment à l'encontre de Marine Le Pen. Le procureur de la République demande qu'elle soit notamment qu'elle soit inéligible et que la peine soit exécutoire, c'est-à-dire pas suspensive. Donc ça voudrait dire qu'elle ne pourrait pas se présenter à la présidentielle de 2027. Est-ce que ça vous surprend ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est les réactions qui me surprennent. Notamment celle de Gérald Darmanin, Bien sûr. ministre de l'Intérieur, qui dit qu'il serait choquant qu'elle puisse pas se présenter. Ça vous a surpris ? Mais il n'y a personne qui est au-dessus des lois. Madame Le Pen n'est pas au-dessus des lois. Ou alors ça veut dire quoi ? Il faut être à combien de pourcents dans les sondages pour être au-dessus des lois ? Madame Le Pen en N'ayons pas peur de la démocratie, c'est fort, dit Gérald Darmanin. La démocratie, c'est respecter la justice. La démocratie, c'est aussi respecter la justice. Personne n'est au-dessus des lois. Donc, d'ailleurs, n'oublions pas de quoi on parle. Le Parlement européen estime avoir été volé, lésé. C'est ça l'enjeu du procès. Et le procès va permettre de dire est-ce que ça a été le cas et qui en est responsable. Et à partir de ce moment-là, elle n'est pas seule
dans ce jugement, les conclusions seront dites et on appliquera la loi. Je sais pertinemment aujourd'hui que certains disent oui, mais elle est candidate à la présidentielle. Et il y a un candidat de rechange au Rassemblement national. En plus, il attend que ça. C'est M. Bardella. Ce qui serait un déni de démocratie, c'est si le Rassemblement national ne pouvait pas présenter de candidat. Mais ne vous inquiétez pas, hein. Ça fait bien longtemps, le titre du livre de M. Bardella, c'est ce que je cherche. Ouais. Il cherche la place. Voilà. Il n'y a pas de déni de démocratie en la matière. Ah, j'ai une toute petite minute. Je voudrais revenir sur les finances des collectivités locales que vous avez évoquées pour les régions. Surtout qu'il y a le congrès départemental. Voilà, le congrès des départements en ce moment à Angers. Ils ont de vraies difficultés parce que ils ont des compétences obligatoires, notamment sur le social, sur le RSA, et eux disent on ne va plus réussir à financer nos compétences obligatoires. Ils ont fait leur calcul, l'État leur demanderait 2 milliards d'efforts, en fait. Et donc, pour eux, François Sauvadet, le président de l'Assemblée des départements, dit que 85 départements sur une centaine se retrouveraient en situation de quasi-faillite si la mesure était appliquée. Alors, il y a une partie des départements qui va être exonérée de ces... 20 seulement, c'est pas assez par rapport à leur difficulté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à se faire asphyxier et à vouloir protester. Il nous faut une nouvelle étape, une nouvelle relation, et ça, c'est tout à fait possible. Sur ce plateau, je l'avais dit, c'est ce que j'appelle la République des territoires, c'est-à-dire une gestion du pays au plus proche des territoires, là où ça marche le mieux, mais il faut que l'État fasse confiance. Est-ce qu'on y est prêt dès maintenant ? Je pense que Michel Barnier peut vraiment comprendre l'intérêt qu'il y a à franchir cette étape maintenant, pas dans un siècle. C'est, vous l'avez compris, Xavier Bertrand, notre invité ce matin, ancien ministre et président de la région Hauts-de-France. Stéphane Vernet, celle de Ouest-France aujourd'hui, dont vous êtes le rédacteur en chef délégué, donc l'agriculture, ce qu'en pensent les Français. On a une double page spéciale sur le sujet, qui est hautement inflammable, vous allez en parler, sur la montée des colères. Et on a aussi à Rennes aujourd'hui les Assises de la Terre, qui sont particulièrement importantes, où on réunit tous les professionnels de la filière autour des questions agricoles. Et puis plus détendant, Voiles et Voiliers, qui est une des publications du groupe Ouest-France, spécial Vendée Globe. Ça fait un peu rêver, on voit cette magnifique photo. Et c'est le magazine Voiles et Voiliers qui est dans les kiosques actuellement. Merci Stéphane Vernet. Le succès populaire du lancement du Vendée Globe. Énorme, hein ? On était devant la télé. Ça marche très très bien. Les amis y étaient sur place, c'est exceptionnel. Merci Stéphane Vernet, rédacteur en chef délégué de Ouest-France. Dans un instant, Floréal Hernandez, rédacteur en chef de 20 minutes, partenaire de cette émission, et sur ce plateau. Bonjour Floréal Hernandez. Bonjour Cyril. 20 minutes, Bonjour. une des marques les plus appréciées dans les médias des jeunes notamment. Ouais, c'est gentil, on est content qu'ils nous lisent en tout cas. Bonjour Xavier Bertrand. Vendredi, les ministres de la Justice et de l'Intérieur étaient à Marseille. Et Didier Migaud, ministre de la Justice, a notamment évoqué un parquet national dédié au narcotrafic, comme il en existe un qui est dédié au terrorisme. Vous pensez que c'est une bonne idée, une bonne solution ? Nous en avons absolument besoin. Il y a un rapport sénatorial qui a été très bien fait, qui dans ses propositions le citait. De ce parquet, pas seulement. Il faut reprendre quasi intégralement toutes les propositions du rapport sénatorial. On sait la ce qu'il y a à faire. mexicanisation de la société française. Ben, là, c'est la réponse. C'est la réponse, c'est la solution. Donc il faut y aller sans tarder et sans faiblir. Quand vous voyez ce qui se passe dans certains pays, regardez Pays-Bas, Belgique, vous voyez la façon... Avec les ports d'Amsterdam, non, pas de Rotterdam, pardon, et d'Anvers. Vous voyez des policiers, vous voyez des magistrats, quand vous voyez aussi des membres du gouvernement qui ont fait l'objet de pression, d'intimidation, de menaces de mort ou de menaces d'enlèvement, vous voyez qu'ils s'en prennent à l'État pour faire fléchir tout le monde. Il est encore temps de réagir et ça passe par des mesures comme celle-ci, évidemment. Mais il est encore temps. Une des mesures, ce serait aussi que ce soit des jurys professionnels pour éviter toute pression. Voilà. Donc c'est aussi une solution qui vous... Je vous dis, le rapport sénatorial, vous pouvez tout reprendre. D'accord. C'est prêt à l'usage. Il y a des choses qui sont réglementaires, il y a d'autres qui sont législatives, c'est tout de suite dont on en a besoin. Et puis il y a un match important ce soir, semble-t-il. Attendons, juste, on parlait de la mexicanisation. Est-ce que vous pensez que Bruno Retailleau n'est pas allé trop loin dans ce terme, puisque au Mexique, on parle quand même de 31 000 meurtres par an. En France, on est bien en deçà de ce chiffre. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin en parlant de mexicanisation ? Moi, je ne fais pas partie de ceux qui ont la trouille d'utiliser les mots, quoi.
Faut bien Là, voir. là, est-ce qu'on n'est pas dans l'emphase? Mais vous n'avez pas des gangs là, vous ne voyez pas à Marseille? Si, Ben mais voilà, c'est c'est ça. c'est pas au tout même simplement. niveau. Oui, mais pendant qu'on fait ce débat, alors le mot, il est fort, très fort, trop fort, pas du tout fort. On s'en moque de ça. Le vrai sujet, c'est qu'il faut agir. La politique, c'est faire. Il ne faut pas confondre avec la communication qui est faire savoir. La politique, c'est faire. Et on a besoin de politiques qui font, qui parlent pour montrer ce qu'ils vont faire et qui font. Des politiques qui ne confondent pas la com et la politique, l'essence de la politique. Et d'une certaine façon, sur ce plateau, vous m'avez posé la question tout à l'heure, moi je viens réhabiliter la politique et dire aux Français, il y a encore des gens qui ont envie de se battre pour vous. C'est ce que je fais dans ma région, c'était le message de ma campagne de 2021 et je me bats. Je me bats pour les salariés d'Auchan, je me bats pour que les salariés aient un avenir dans la région. Je me suis battu et je vais me battre à nouveau avec Natacha Bouchard pour que la situation sur le littoral redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Il faut des politiques qui se battent, qui ne soient pas fatiguées, qui n'aient pas peur de bousculer, mais qui se battent. Vous parliez des Pays-Bas, de la Belgique, notamment de ces grands ports où il y a l'entrée de la drogue. C'est aussi le cas au Havre aujourd'hui, un peu moins à Marseille pour l'instant. Et il y a notamment des phénomènes de corruption. Dans le rapport sénatorial, on en parle aussi. Vous avez peur aujourd'hui d'une corruption, qu'elle soit des agents dans les ports, mais aussi de la police ou d'autres agents de l'État? Mais un politique, il n'est pas là pour avoir la trouille. Il est là pour prendre les mesures qui vont permettre de remettre de l'ordre. Et c'est pour ça que je pense que Bruno Retailleau, il a 1000 fois conscience de tout ça et qu'il est 1000 fois prêt à faire. Et Bruno Retailleau, vous avez une haute estime de lui? Ah, je pense que c'est quelqu'un de courageux. C'est bien déjà, hein, pas tout le monde. Il est courageux et il a envie de faire. Et puis, il y a un match important ce soir, on y vient. Voilà. Comme je sais que Xavier Bertrand On sait que vous est aimez le foot. inarrêtable là-dessus. On sait que vous aimez le foot. Ce soir, France-Israël, un match qui normalement est un match de Ligue des Nations avec un enjeu sportif et qui est devenu un enjeu sociétal, politique, parce que certes il y a le conflit au Proche-Orient, il y a eu l'agression de fans israéliens du Maccabi Tel Aviv à Amsterdam. On est en dessous de la réalité. Alors, Un véritable question. pogrom, Et une chasse vite, à l'homme, chasse résumé. aux juifs, qui a été organisée là-bas. Et je pense que d'assister à ce match, moi, la fédération, j'ai demandé à la fédération pour y assister, j'y assisterai. Ah oui. C'est aussi une façon, très clairement, de dire non à l'antisémitisme, à dire non à tous les propagateurs de haine. Et de montrer aussi que, quoi que certains pensent de la politique de M. Netanyahou, les joueurs de football israéliens, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas mélanger. Chacun a sa place dans notre pays. Le président de la République y va d'ailleurs. Bien sûr, mais c'est aussi une façon d'affirmer clairement notre combat contre l'antisémitisme et aussi à tous les propagateurs de haine professionnels, je pense notamment à la France insoumise, de dire vous pouvez éructer, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous, clairement, vous ne faites aujourd'hui que attiser la haine parce que vous pensez que ça vous servira électoralement. C'est du cynisme électoral en plus d'un vrai fond d'antisémitisme qu'il y a sur certains dirigeants de LFI. Si vous voulez leur dire non, c'est une bonne façon ce soir d'être présent aussi au Stade de France. Donc il fallait maintenir ce match malgré le contexte. C'était courageux de le maintenir, de ne pas le délocaliser et aussi qu'il n'ait pas lieu à huis clos. Merci. Ça, je pense que c'était important. Floréal Hernandez, rédacteur en chef de 20 minutes. Il n'y a pas de une, mais c'est le site de 20 minutes. Oui. Aujourd'hui, qu'on peut aller voir 20minutes.fr, FR. bien évidemment. Merci à vous. Dans un instant, Denis Caro est en duplex et en direct de la rédaction de Nice Matin. Bonjour Denis Caro, vous êtes en direct et en duplex de la rédaction de Nice Matin. Le groupe Nice Matin, c'est aussi Var Matin et Monaco Matin. Question à Xavier Bertrand. Oui, bonjour Xavier Bertrand. La ministre de l'Éducation, Anne Genetet, a annoncé mardi la poursuite du choc des savoirs, la réforme lancée par Gabriel Attal. Est-ce que les mesures annoncées, notamment l'obtention du brevet pour le passage au collège, sont vraiment de nature à améliorer le niveau des élèves? Et pour compléter ma question, est-ce que les enseignants travaillent assez, Xavier Bertrand? Nicolas Sarkozy a affirmé ce week-end à Saint-Raphaël que les professeurs des écoles sont employés, je cite, 24 heures par semaine et 6 mois dans l'année. Est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est un problème? Bon, la première question, est-ce que c'est important ce que fait la ministre sur le choc des savoirs? C'était bien ça? La réponse est oui. Est-ce que je suis en opposition avec Nicolas Sarkozy? La réponse est non. Voilà, vous faites très clair. Mais le vrai sujet que vous avez aussi, c'est que vous avez beaucoup de personnel dans l'éducation nationale, mais quand vous regardez bien, si vous avez des classes surchargées, c'est parce qu'on aurait certainement besoin de plus de profs, plus longtemps devant les élèves. L'une des questions qui se pose, mais chacun doit se la poser quand on dirige une collectivité publique ou qu'on dirige effectivement un ministère. Combien il y a d'agents qui ne sont pas face aux bénéficiaires, en l'occurrence qui ne sont pas face clairement aux élèves?
À ceux Bien qui en ont évidemment besoin. que les gens assument leurs tâches dans ce qu'on appelle les rectorats, dans ce qu'on appelle, alors je ne sais plus comment on dit, les inspections académiques. Très bien. C'est comme dans le domaine de la santé, ceux qui sont dans des bureaux travaillent. Mais si vous raisonnez par priorité, il faut davantage être face aux élèves, et plus longtemps, et il faut davantage être aux côtés des patients et moins dans les bureaux. Je vous dis, tout le monde travaille, mais si on raisonne aujourd'hui par priorité, il faut être face clairement aux bénéficiaires. L'une des questions aussi que vous avez, c'est la question de la formation des enseignants et de garantir aux enseignants, qu'ils pourront exercer clairement en toute sécurité, qu'ils pourront également progresser dans leur carrière, et puis qu'on va donner également aux chefs d'établissement davantage d'autonomie et de liberté. Ça, on en parle depuis longtemps, il est temps de le faire. C'est Nicolas Sarkozy qui cherche à vous joindre, là. J'ai vu que votre portable sonnait. Je suis pas sûr qu'il m'appelle, mais Quels sont vos rapports avec lui aujourd'hui ? Écoutez, ils sont bons. J'ai été son porte-parole. Ils se sont détériorés pendant quelques temps. Ils sont revenus bons ? Oui, il n'y a pas que le foot qui nous rassemble. Il n'y a pas que ça qui nous rassemble. Et puis, une parole libre. Et vous ne croyez pas qu'on en a besoin quand même ? Vous pouvez le prendre en direct, là, s'il vous plaît ? Non, mais vous ne croyez pas qu'une parole libre, on en a besoin ? Clairement. Denis Caro, la une de 20 Matin ce matin, dont vous dirigez aussi la rédaction, parce que vous dirigez la rédaction du groupe Importante. La une de 20 Matin, c'est l'arrestation du tueur au parpaing. Il a été interpellé en gare de Toulon après le meurtre d'un SDF à Lyon. Beaucoup d'émotions dans la région sur ces faits divers à répétition. Spécialement, on a l'impression dans le Sud, il y a énormément de faits divers. Énormément de faits divers et énormément d'émotions, effectivement. Ce fait divers-là dépasse largement le cadre du Sud, puisque les faits se sont passés à Lyon et dans d'autres villes, à Évry et à Dijon notamment. Merci Denis Caro. Vous dirigez donc les rédactions du groupe Nice Matin, c'est-à-dire Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin. Merci, vous étiez en duplex et en direct de votre magnifique studio, d'ailleurs à Nice, un des plus beaux studios de télévision de la presse quotidienne régionale. Dans un instant, on va se rendre, Xavier Bertrand, si vous le voulez bien, à Lyon, en duplex de Lyon, avec Jean-Didier Derry, qui est le rédacteur en chef adjoint du Progrès à Lyon. Xavier Bertrand, bonjour. Vous avez alerté récemment le gouvernement sur la crise agricole. Selon vous, quelles seraient les mesures à prendre immédiatement pour éviter que cette crise se propage ? On a vu la une de Ouest France là-dessus, oui. et tout le monde ce matin est abasourdi qu'il y ait à nouveau une crise agricole. Empêcher l'adoption du Mercosur. C'est clairement... Là, vous allez dans le sens des organisations agricoles qui demandent ça. Mais je sais, mais ils disent tout simplement une chose, on va importer du bœuf, on va importer de la volaille qui est piquée avec des produits de croissance qu'on interdit chez nous, mais comme ça vient du Mercosur, on accepte. Et puis quoi encore ? C'est-à-dire que ce qu'on interdit en France pour ce qu'on mange en France, on va l'accepter en France parce que ça vient des pays d'Amérique du Sud, mais jamais de la vie. Premier point. Et donc, Michel Barnier a eu raison hier d'aller à la Commission européenne. La seule chose, c'est soit la Commission européenne respecte la position de la France, soit nous trouvons des alliés pour empêcher. Deuxièmement, la surtransposition. C'est-à-dire qu'en France, on est plus royaliste que le roi. On fait toujours plus que ce que nous demande l'Europe. C'est pas que maintenant, on ne surtransposera plus. C'est tout simplement qu'on revient en arrière en disant on s'est trompé et qu'on annule des normes qui existent en France et qui n'existent qu'en France. Troisième sujet, c'est la question du revenu. Et vous voyez, le revenu doit vraiment profiter aux agriculteurs et pas un peu dans des conditions qui sont des conditions de bon sens et de justice. Mais derrière tout ça, il y a un point. Un ami me disait, tu vois, il y a eu un livre, je crois un film aussi, les agriculteurs se cachent pour mourir. Ils ne doivent pas se cacher, ils ont raison de sortir de leur ferme, ils ne doivent pas mourir. Parce que s'ils disparaissent, je vous garantis que ce que j'achète et ce que je donne à mes enfants ne sera pas de la même qualité. Puis il y a aussi autre chose, on est face au territoire, c'est aussi une certaine idée de la France et c'est la ruralité. Moins d'agriculteurs demain, c'est plus du tout la même France. Et donc c'est la raison pour laquelle je me bats. Et j'ai dit notamment au Premier ministre, j'ai dit à la ministre de l'Agriculture, même si vous avez fait des choses, il reste au final à faire et on pourrait redonner confiance vraiment et quasiment une fois pour toutes. On retourne à Lyon, Jean-Didier Derry depuis Lyon. Xavier Bertrand, nous assistons actuellement à une multiplication des plans sociaux dans de grandes entreprises. Selon vous, faut-il retirer les aides publiques à ces entreprises et l'envisagez-vous dans votre région ?
Bon, déjà, moi, à chaque fois que je verse une subvention, il y a une contrepartie sur l'emploi. Voilà. C'est un contrat, quoi. Je donne pas aveuglement. Je dis, je vous aide Mais ça pour marche vous pas implanter, pour former. Ça marche pas mais toujours. si derrière, vous savez, ils ont plutôt intérêt à respecter. Ils ont plutôt intérêt à respecter. Et sur la question que vous posez, il y a aussi autre chose. C'est que si les plans sociaux qui sont mis sur la table, si l'entreprise ne peut pas durer, l'État a tout à fait la possibilité de dire non, de ne pas agréer les plans sociaux. Et ça met aussi une vraie pression pour qu'on respecte les salariés. Maintenant, je vais aussi vous dire autre chose. Il y a d'autres plans sociaux qui se préparent. Parce qu'on accepte une concurrence déloyale. Le ministre de l'Industrie a dit comme vous. Non, mais moi je vais être très précis. Et pas dans l'industrie seulement. Dans tout ce qui est le e-commerce français. Vous savez qui est-ce qui leur taille des croupières? Les Chinois. Shein, Temu. Vous croyez Qui pas à la aujourd'hui- Start-up Nation Attendez, française? Vous y attendez. croyez pas? Eux, là. Les produits C'était sont la faits- grande affaire Attendez. d'Emmanuel Macron. Attendez, les produits sont faits à Shenzhen, pour la plupart. Dans quelles conditions? Est-ce que les droits humains sont vraiment respectés? Il y a de la contrefaçon, oui ou non? Le bilan carbone, il est déplorable. Mais comment on peut s'y opposer? Xavier Attendez. Bertrand, c'est comme réguler l'air qu'on respire. Mais non, pas du ça tout. arrive de la base. Pas ça du arrive tout, de- pas du tout. Attendez, on va aller juste un court instant là-dessus. Ouais. Les Français, on est sur leur dos matin, midi et soir. Ils ont des contrôles matin, midi et soir. Est-ce qu'on contrôle les produits? Est-ce qu'on contrôle s'il y a de la contrefaçon ou pas? Est-ce qu'on contrôle la qualité, d'où ça vient? Et là, il y a le rôle de l'État français. Ça ne peut pas être deux poids, deux mesures, où on est en permanence sur le dos des Français et sans rien faire. C'est devenu, le président de la Poste l'a dit l'autre jour, le premier client de la Poste, Shein et Temu. Et donc derrière, il y a aussi un autre aspect, c'est l'Europe. Une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Quand on ne respecte pas les mêmes normes environnementales, on paye une taxe. La taxe carbone qui a été mise en place, qui s'appliquera seulement en 2026, c'est effectivement rien d'efficace. Il nous faut complètement revoir ça, parce que si vous ne faites pas ça, dans quelques mois, vous aurez des Français qui seront allés au tapis parce qu'on a laissé faire. Et là encore, ça s'appelle un bras de fer. La une du Progrès de Lyon et la une du Bien public. Les voilà, le suspect est-il un voyageur du crime? Il s'agit du ce SDF, toujours tué à coup de parpaing à Lyon. Et puis, un chien méchant, ça n'existe pas. C'est la SPA qui rééduque les animaux. C'est pour le bien public. Voilà, le groupe EBRA, c'est le Républicain Lorrain, l'Est républicain, le bien public, Vosges Matin, le journal de Saône-et-Loire, le Progrès, les DNA, les dernières nouvelles d'Alsace, l'Alsace et le Dauphiné. C'est les partenaires de cette émission. Vous retrouvez cette émission sur les sites internet de ce groupe. Voilà, dans un instant, Tom Benoît de Géostratégie Magazine. On va passer aux questions financières et internationales dans un instant. Bonjour Tom Benoît, et l'on reparle de l'élection de Donald Trump, la réélection. La réélection, la nouvelle élection. Alors Xavier Bertrand, il y a un mouvement anti-woke qui se dessine, pour ainsi dire, aux USA. Et pour reprendre un concept un peu deleuzien, mais sur l'artificialisation, une désartificialisation, pour ainsi dire, avec Kennedy par exemple, qui parle de mettre fin aux produits finis pour l'alimentation des Américains, un décret pour les inhibiteurs pour changer de sexe, pour les adolescents. Comment est-ce que vous accueillez ça, vous êtes Accueillir, c'est ma conviction profonde depuis des années. voilà, vous J'ai êtes toujours anti-woke. défendu cette conviction. Évidemment. Voilà. La déconstruction, la repentance, s'excuser de ce que nous sommes. La France est un pays formidable où, quand vous venez au monde, vous êtes pris en charge intégralement dans tout Et établissement. vous êtes Où vous un pouvez- garçon ou une fille, dit Donald Trump. Je veux faire passer un décret. J'ai besoin de vous préciser des choses. Je pense qu'il n'y a pas véritablement Aujourd'hui, de oui, questions. parce que vu non, mais tous les attendez, courants je vais aller jusqu'au bout. politiques, Où vous êtes à l'école, et une école qui est gratuite, avec une instruction qui est importante, Ouais. où vous pouvez grandir notre pays. Et la France devrait s'excuser de tout ça. On devrait dire merci à la France. Merci pour ce que nous sommes et ce que nous permettons d'être. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut donner un contenu précis à liberté, égalité, fraternité, laïcité. Mais je vais vous dire encore une fois, je le redis, la repentance, c'est pas mon truc. Et je combattrai toutes celles et ceux qui veulent revisiter Très l'histoire. républicain, très Mais souverainiste. depuis des années. Depuis des années. Depuis des années, tout peut-être simplement. un petit peu plus eurosceptique par rapport à ce que j'entendais précédemment sur le Mercosur également. Vous vous montrez plus C'est pas être eurosceptique. Et on fait pas comment sans l'Europe anti-européen, Et eurosceptique. on fait comment Pour paraphraser Hubert Védrine. entre la Chine et les USA, même si j'aime profondément mon pays, 68 millions de Voilà. personnes toutes seules, on n'y arrivera pas. Il nous faut l'Europe. Mais une Europe J'allais qui y nous venir. permette également de prolonger les intérêts français. Une Europe qui nous permet de Voilà. compter, notamment en termes de défense, d'industrie. Ce que je vous disais tout à l'heure, voulez-vous places battre boursières contre également. l'invasion, notamment de ceux qui vendent des produits textiles, qui recommencent aujourd'hui. Il faut être instruit des erreurs du passé. C'est dès maintenant qu'il faut agir. La France peut le faire. Alors. L'Europe
peut-être encore plus efficace. Justement, avec l'élection de Donald Trump, on s'est aperçu que bien des valeurs américaines ont explosé. La bourse américaine est au vert, la bourse française ou les bourses européennes sont plutôt dans le rouge. Il y a des valeurs comme BMW qui n'ont pas le Bitcoin, mais c'est plutôt américain. 90 000 $, j'ai vu. 90 000 $, oui, qui montent en flèche. Vous avez du Bitcoin, Xavier Bertrand? Non. Ça vous intéresse d'investir dans le Bitcoin ou pas? D'investir, non, mais ça m'intéresse. Comment est-ce que vous le voyez d'ailleurs, le Bitcoin, comme un produit financier? En partie, oui. Ouais. Donc c'est un produit financier qui a été créé par quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité, mais qui est intégré dans la finance internationale. Si vous parlez des États-Unis, take care quand même, quoi. Ouais, voilà. Alors pour les téléspectateurs francophones, take care, ça veut dire faites attention. Et voilà. Internationaux aussi. Absolument. Absolument. Non, mais dans votre question rapidement. Et voilà, donc sur les bourses, justement, est-ce qu'on a de quoi s'inquiéter en France par rapport à la place boursière, on va dire, même physiquement, qui n'existe plus vraiment? Est-ce qu'il va y avoir des valeurs, pour parler très directement, comme Total, Pouyanné en a parlé, le dirigeant Patrick Pouyanné, qui vont aller se faire coter aux États-Unis? Vincent Bolloré a délocalisé la cotation de Havas et de Canal à Londres, Amsterdam. Est-ce qu'il y a finalement, qu'est-ce qui va nous rester comme valeur? Vous inquiétez pas. Ils savent non, toujours... moi je m'inquiète pas. Attendez. Ils savent toujours qu'ils ont une nationalité et un pays, surtout quand ils ont des pépins. Ne Ouais, vous inquiétez pas. non, mais je les inquiète pas. On l'a vu au moment de la crise de 2008, que la Sarkozy était président. On l'a vu aussi au moment du Covid. Vous savez, ils savent compter, mais ils savent aussi, quand il y a un jour un problème, ils savent quel est leur pays. Alors c'est bien aussi d'avoir une reconnaissance permanente. Il y en a qui aussi investissent et réussissent en France. D'ailleurs, le groupe Bolloré garde sa fiscalité, c'est important de le préciser, en France. Il faut arrêter aussi de taper sur les entreprises. C'est quand même la création de richesse qui nous permettra de nous en sortir. Ça s'appelle la croissance. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les politiques... Vous êtes plutôt PME. Non. Petites, moyennes entreprises que grandes entreprises. Non, c'est pas ça. Si, vous l'avez dit tout à l'heure. Il vous faut tout le monde, mais j'estime qu'une grande entreprise a moins besoin d'être accompagnée que ne l'est une petite. Ils ont aussi... Sauf les Américains, qui sont les spécialistes d'aider toutes leurs entreprises, y compris les grosses. Voilà. Non, sauf que donc, les grosses... il y a quand même une forme de jeu faussé là-dedans. Non, mais très clairement... Si vous me laissez une petite place tous les deux, j'essaye d'en placer une également. Non, c'est pas ça. C'est que le vrai sujet, c'est que les Américains ne donnent pas beaucoup aux grandes parce qu'ils ne leur prennent pas beaucoup. Et nous, le vrai sujet, si vous décidez de baisser la dépense publique, il faut tout simplement, dans ces cas-là, moins accompagner les très grandes entreprises qui n'ont pas les mêmes besoins que les ETI, que les PME ou que les TPE. C'est ça le sujet. Ça me semble vraiment important. Le CAC 40 aujourd'hui repose essentiellement sur des valeurs du luxe, pas seulement. Il y a LVMH, Hermès, même L'Oréal. Et aussi de la consommation également. Votre question, une minute, même pas. Si ces entreprises venaient finalement à aller se faire coter ailleurs, qu'est-ce qui resterait comme grosses entreprises, comme poumon économique en France? Vous ne croyez pas qu'on peut aussi investir dans des nouveaux domaines? Vous faudra croyez qu'on doit faire une croix sur le développement de l'intelligence artificielle? Vous croyez qu'on doit faire une croix sur le spatial? Vous croyez qu'on doit faire une croix sur la conquête des océans, sur les questions de défense? Donc on a effectivement de formidables atouts. La seule chose, c'est qu'on est rentré dans une compétition, une guerre économique. Si on n'en a pas conscience, on se fera bouffer. Moi, j'en ai conscience et je pense encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est le rôle du politique. Et la France, qui n'est pas un petit pays, doit être à la pointe de cette mobilisation européenne. La une de Géostratégie Magazine, dont vous êtes le directeur de la rédaction. Pour parler des solutions, la une de Géostratégie, l'élection de Donald Trump sous le signe La Lumière du Droit, avec un partenariat, le Club des juristes, qui a réalisé un formidable podcast en partenariat avec le Cercle France-Amérique, illustre, donc à retrouver sur Géostratégie Magazine. 2 secondes, vous conseillez d'acheter du Bitcoin ou pas? Je suis pas CGP, mais par contre, ce que je porte comme regard, c'est que le Bitcoin va forcément s'envoler pour différentes raisons. Xavier Bertrand, vous avez entendu. Mais qu'il plane de nombreuses zones d'ombre sur son origine. Merci Tom Benoît, directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine, partenaire de Face au Territoire. Dans un instant, Demet Korkmaz de la rédaction internationale de TV5 Monde. Avant de commencer avec Demet Korkmaz, nous partons à Fort-de-France, en Martinique. Une question de Cyril Boutier, le directeur éditorial de France Antilles. Bonjour Xavier Bertrand. Dans nos territoires, l'actualité est toujours marquée par les mobilisations contre la vie chère. Mobilisations qui désormais, depuis 2 dimanches, se font aussi à Paris. Un certain nombre de mesures ont déjà été annoncées, notamment une baisse de prix sur un certain nombre de produits, une baisse qui, aux yeux des militants, n'est pas suffisante. Selon vous, comment peut-on répondre à ces mobilisations, à cette colère sur cet écart de prix et cette demande de pouvoir d'achat ? Et pourquoi avoir attendu cette mobilisation pour ces baisses de prix? Pourquoi?
Pourquoi à chaque fois il faut que les gens se mobilisent? 3, 4, 5 fois le prix. Mais le vrai de la problème de la métropole. politique, c'est la connexion. Cet été, j'avais eu l'occasion de dire à des interlocuteurs gouvernementaux, attention, Martinique, Guadeloupe, j'avais aussi des capteurs, des amis qui me disaient on va avoir de vraies difficultés. La question outre-mer, elle est comme partout. Le pouvoir d'achat, les politiques ne parlent pas du pouvoir d'achat. La fin du mois, normalement c'est le 30 du mois. Passer au 25, au 20, et les gens disent mais si la fin du mois c'est le 15 du mois, on s'en sort comment? La sécurité, l'ordre public aussi, avec lequel on n'a pas à transiger. Et puis derrière, vous avez aussi les questions de santé. J'étais ministre de la Santé. Outre-mer, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup investi pour effectivement qu'ils aient le même droit. Et ils ont raison, bien souvent, ils disent on est à des milliers de kilomètres, on vous intéresse moins. Vous en parlez. Mais qui en parle vraiment? Le ministre de l'Outre-mer est quelqu'un de vraiment très bien, mais il faut qu'il y ait une mobilisation de l'ensemble du gouvernement. C'est ça la clé. Et encore une fois, ils se disent qu'il faut manifester pour se faire entendre. La une de France Antilles, d'ailleurs, notre partenaire ici, à Face au territoire, on la voit. Et tout de suite, mon amputation m'a sauvé la vie. Vous parliez de la santé. Regardez, journée mondiale du diabète à la une de France Antilles. Directement touché. Il y a de type 2 qui marque beaucoup. Je pense aussi à la Réunion, notamment, où il y a une vraie prévalence. On peut s'en rendre compte. De manière très incongrue, les Outre-mer se sont retrouvés aussi à Bakou, à la conférence sur le climat. La COP29, la COP29. Le président de l'Azerbaïdjan, Aliyev, a accusé Emmanuel Macron d'avoir provoqué la mort de manifestants en Nouvelle-Calédonie. Ça vous choque, ce genre de propos, cette attaque qui était frontale contre la France et le président de la République? Mais quelle honte! Mais les propos d'Aliyev ne sont pas honteux aujourd'hui seulement. Son attitude, vous avez vu avec l'Arménie, les massacres qu'il y a eu au Karabakh. Vous avez aujourd'hui des détenus arméniens dans les geôles de Bakou qui ne peuvent pas communiquer directement avec leurs familles, qui sont obligés de passer une fois par semaine par la Croix-Rouge, ils sont obligés de s'exprimer en russe. On est en 2024. Et vous avez quasiment la planète entière qui se rue à Bakou, mais quelle honte! Vous suivez les négociations qui se déroulent en ce moment en Azerbaïdjan? Est-ce que vous suivez les débats sur le climat? Sur le climat, moi je vais vous dire une chose, ça se passe à Bakou? Non. Et Agnès Pannier-Runacher a eu totalement raison de ne pas s'y rendre. Elle a eu raison. Et le gouvernement français, je l'avais demandé avec un certain nombre d'élus. Nous avions un rassemblement pas plus tard que la semaine dernière. Il y a eu ensuite une tribune qui a été faite que je soutiens pour dire on ne doit pas y aller. Il ne doit pas y avoir de ministres qui y vont. Et donc le fait qu'on ait boycotté, c'est tout à fait normal. Mais il faut continuer aussi à réduire la dépendance, à couper le fil qui nous tient à Bakou, ce régime gazier, qui a passé un accord avec l'Union européenne, et l'Union européenne serait pieds et poings liés. Puis en plus, on va être muet à jamais de la vie. Et donc, il faut dénoncer ce qu'est M. Aliyev, un tyran, voilà, et qui a toujours des visées expansionnistes, notamment vis-à-vis de l'Arménie. C'est un pays qui a droit à vivre en paix, les Arméniens à vivre en paix, et à ce qu'on respecte l'intégrité territoriale de l'Arménie. Vous y croyez toujours, parce que les tyrans ont du gaz, qu'il faut les laisser faire. Est-ce que vous y croyez toujours, vous, aux négociations sur le climat? Oui. Hier, il y a un certain nombre de dirigeants, notamment européens, qui se sont exprimés pour dire il faut y aller doucement maintenant. On n'a pas les moyens d'avancer si vite sur le climat, sur la transition énergétique. Non, c'est pas ça. C'est que la France et l'Europe sont quand même plus avancées que les États-Unis, que la Chine ou que la Russie. Et donc, vous ne pouvez pas demander aux Européens et à la France de faire les efforts pour la planète entière. Mais encore une fois, on peut continuer à demander gentiment. Il ne se passera rien. Si l'Europe décide de dire vous ne produisez pas comme nous, vous ne respectez pas les mêmes normes environnementales, alors là, vous allez payer une taxe. Vous allez voir, ils savent compter, ces gens-là. Et donc, très clairement, c'est la seule façon de se faire respecter. Mais la transition énergétique, ça se passe aussi et d'abord dans les territoires. Est-ce que vous pensez que l'Europe aide suffisamment les entreprises européennes à se développer sur les questions énergétiques? C'est pour ça qu'avec Roland Lescure, notamment, j'ai signé une tribune avec d'autres élus pour que les crédits liés à la décarbonation soient bien maintenus, justement, dans le budget. Parce que derrière, si on ne fait pas ça, vous avez des entreprises qui fermeront. Donc, aider les entreprises à se développer, c'est une chose. Éviter les problèmes en est aussi une autre. Le rôle du politique, c'est aussi d'anticiper. Et ces politiques-là peuvent se passer aussi, est-ce qu'il peut y avoir un découplage? Est-ce que ça doit se décider au niveau européen avec une synergie des entreprises? Les deux. L'Union européenne, notamment, moi j'ai des sujets, ArcelorMittal a des projets de décarbonation importants. Il faut que l'Union européenne dise vite les choses. D'ailleurs, on a quand même une installation de la Commission européenne qui est un peu lente. Quand vous voyez comment l'administration Trump est déjà en train de se mettre en place, même pendant la phase de transition, il faut qu'on aille plus vite.
faut qu'on aille plus vite. Et puis c'est aussi à l'État de confirmer les budgets sur la décarbonation, parce que ça veut dire qu'on gardera nos emplois demain et après-demain. Les deux sont essentiels. Demet Korkmaz, journaliste international à la rédaction de TV5 Monde. Merci. Xavier Bertrand, vous aviez été appelé par le président de la République pour vérifier, plusieurs fois d'ailleurs, vous y êtes allé, pour vérifier que vous pourriez être soutenu pour aller à Matignon. Et puis vous ne l'avez pas été soutenu, et vous n'avez donc pas été à Matignon, et c'est Michel Barnier qui a été désigné. Qui ne vous a pas soutenu? Vous le savez maintenant, aujourd'hui, vraiment? Bah, écoutez, posez la question au président de la République. Je pense qu'il y a aussi très clairement Front National, Marine Le Pen, c'est comment je les ai fait reculer dans ma région. Vous savez, il y a un sujet sur les électeurs du Rassemblement national. Je le connais bien, parce qu'ils sont très nombreux dans ma région, très nombreux. Mais moi, je ne m'attaque pas dirigeants du RN, je m'attaque aux causes du vote RN. Pourquoi les gens votent pour le Front National? Parce qu'ils sont désespérés. Il y a de la colère, il y a à la fois beaucoup de misère. Quand je me bats pour qu'il y ait davantage d'emplois, quand je me bats et que j'obtiens le démantèlement de la jungle de Calais, c'était invivable à l'intérieur de la jungle, c'était invivable pour les gens du Calaisis. Vous savez quoi? Je suis un politique qui apporte des solutions aux problèmes. Oui, mais là c'était un jeu parlementaire. Non, c'était pas un jeu. Il fallait qu'il y ait une majorité pour soutenir ce Premier ministre. Est-ce que dans votre camp, des voix ont manqué? Non. Ou non. C'est-à-dire que vous n'en voulez pas à Laurent Wauquiez d'avoir mis un veto, par exemple? Il n'a pas mis de veto. Au début, il ne voulait rien. Après, il y a eu un pacte législatif. Après, il était prêt à soutenir le gouvernement. Et après, il voulait rentrer au gouvernement. C'est une notoriété publique. OK. Ce n'est pas le sujet. C'est que le Front National aurait été prêt... Donc, ce n'est que le Rassemblement national qui s'est opposé à votre arrivée à Matignon. Je vais vous répondre. Le Rassemblement national aurait été prêt à voter une motion de censure avec LFI, paraît-il. Paraît-il. C'est le président de la République qui vous l'a dit? Non, mais écoutez, c'est une notoriété publique. Vous êtes comme moi, vous écoutez les médias, vous écoutez leurs déclarations. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur que je fasse à la tête du gouvernement ce que je fais à la tête de la région. Et parce que j'apporte des solutions et peut-être aussi un peu d'espoir, les gens ont moins de raisons de voter pour les extrêmes. Vos rapports avec Emmanuel Macron, en 30 secondes? Je n'ai jamais été macroniste, très clairement, vous le savez, mais je pense très sincèrement aujourd'hui qu'on a besoin d'avoir une stabilité dans notre pays. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui jouent la politique du pire. On a besoin que le mandat du président de la République se déroule dans les meilleures conditions jusqu'au bout. Ce n'est pas la question d'Emmanuel Macron, c'est la question du chef de l'État et de la stabilité d'un pays dans lequel il y a beaucoup trop de violence politique pour que certains s'amusent et fassent autre chose que penser à l'intérêt général. Merci Xavier Bertrand, ancien ministre, président de la région Hauts-de-France, d'avoir été invité de Face au territoire en direct sur TV5 Monde ce matin. Les programmes continuent sur la chaîne. Au revoir, Demet Korkmaz, à jeudi prochain.